bienvenue Hervé, Flora, Guillaume, Michael, pour ce dernier moment, ce dernier temps de notre journée ensemble, une table ronde sur les usages possibles du stoïcisme dans le cadre professionnel, management, coaching et psychothérapie. Avec Guillaume Boken, à ma droite, fondateur de Humanéthique, coach en entreprise. Avec Flora Bernard, à ma gauche, philosophe en entreprise, cofondatrice de l'agence de philosophie TAE. Et encore plus à gauche, Hervé Kercret, formateur consultant en prévention des conduites addictives en entreprise. Et Michael, que je ne présente plus. J'aimerais commencer par vous donner la possibilité, Hervé, Flora et Guillaume, de vous présenter et présenter en quelques minutes vos activités professionnelles en lien avec les relations d'accompagnement, que ce soit le coaching, le management, la psychothérapie, en insistant plus particulièrement sur l'usage que vous faites du stoïcisme dans ce cadre. Et cette première partie de la table ronde va permettre à toutes et à tous de mieux comprendre qui vous êtes, quelles sont vos activités, et le contexte dans lequel vous faites usage du stoïcisme. Alors, je propose de commencer avec Guillaume. Merci Noël, je suis ravi de partager cette journée très dense avec vous. Alors on commence par le coach, on a quand même eu beaucoup d'informations sur l'utilisation du stoïcisme dans le cadre du coaching. Donc effectivement, moi je suis coach en entreprise et aussi auprès des particuliers. J'interviens auprès d'un public de néophytes. Donc c'est important parce que j'ai un enjeu quand même de simplification majeure des préceptes et des concepts. J'en parlerai plus tard dans ma pratique. Avant de dérouler un petit peu la manière dont j'utilise le stoïcisme dans le cadre du coaching, je voulais un petit peu vous dire ce qu'est le stoïcisme pour moi, parce qu'il y a 1000 définitions et 1000 façons de se l'approprier. Moi j'aime bien ce terme de Christelle Veillard, le souffle de vie. C'est vraiment ce qui me paraît le plus rendre hommage aux effets du stoïcisme, cet effet dynamique de transformation intérieure et cet effet de souffle vital qui anime vraiment au quotidien les pratiquants du stoïcisme. Donc concrètement, dans ma pratique, j'ai deux axes. On en a beaucoup parlé, Michael en a beaucoup parlé tout à l'heure, la manière dont je structure mes séances de coaching, mes parcours de coaching. Moi, je fais le parallèle avec la tripartition stoïcienne. Alors, il y a les trois disciplines de la tripartition, donc la logique, la physique et l'éthique. Et évidemment, le cœur du rappeur, c'est la logique, c'est le sujet du jour, le polésis, le travail sur les représentations et les jugements de valeur. Donc ça, c'est vraiment ce qui va rythmer les premières séances. Et je veux insister sur quelque chose sur lequel on a moins insisté, c'est une phase que je trouve, moi, en tant que coach, particulièrement, c'est une phase de résistance chez les coachés, une phase qui peut être particulièrement inconfortable, parce qu'on va questionner leur représentation, les jugements qu'ils ont eu toute leur vie. Donc il y a quelque chose, à un moment, où ils vont se dire c'est quoi ce coach qui ne valide pas ma souffrance et qui ne valide pas mes problèmes. Donc on va avoir ce moment un petit peu difficile où il faut à tout prix sécuriser l'alliance, parce que sans alliance, on va avoir du mal à passer ce cap. Mais une fois que ce cap est passé, on entre quand même dans une reconstruction cognitive avec un nouveau décor qui va se déployer, et surtout ce nouveau pouvoir chez les coachés de se dire « je suis en possession d'un nouvel outil ». Marc Aurèle expliquait dans le livre 8 « souviens-toi de ce pouvoir qui est dans ta nature ». Souviens-toi de ce pouvoir qui est dans ta nature, et je le présente comme un super pouvoir. C'est vraiment, désormais vous avez le pouvoir de reprendre le contrôle sur vos représentations, allez-y, faites un usage le mieux possible. Ensuite, une fois que ce travail est fait, on le fait tout au long du coaching, mais essentiellement au démarrage, on va passer sur ce qui pourrait s'apparenter à la physique stoïcienne, c'est-à-dire l'observation à la lumière de ces nouvelles représentations, beaucoup plus aidantes, qui vont générer des comportements beaucoup moins dysfonctionnels, l'exploration de son intériorité, des relations avec les autres et l'observation du système en place. Donc c'est comme une réduction du monde à l'échelle de l'entreprise. Donc on va amener le coaché à réobserver tout ça avec ces nouvelles représentations, et là vont apparaître des nouvelles solutions, des nouvelles ressources qui n'étaient pas identifiées auparavant,
et qui vont émerger suite à cette nouvelle exploration de leur système. Et enfin, on passe à l'éthique, et l'éthique, c'est l'action, évidemment. L'action droite, et on va dérouler un plan d'action pragmatique. Une fois que les représentations des jumeaux ont été flexibilisées et qu'on a une nouvelle carte, que le coach a une nouvelle carte du système dans lequel il évolue, il va pouvoir mettre en place des actions très pragmatiques, bénéfiques pour la suite. Donc voilà en termes de construction. Et le deuxième axe sur lequel je travaille, là c'est très pratique, c'est des outils. Voilà, toujours dans l'idée de simplification, j'ai créé toute une mallette d'outils stoïciens qui vont permettre au coaché, qui vais proposer au coaché, vraiment de faciliter la mémorisation des préceptes, l'implémentation et l'autonomisation. Alors le stoïcisme est extrêmement généreux en termes d'outils, des préceptes, des sentences implacables, il y en a partout, chez Sénèque, chez Épictète, chez Marc Aurèle. Donc ça, j'en ai fait un jeu de cartes, très simple, 60 cartes de préceptes qui tiennent dans la main, comme le manuel, donc tout a été pensé. Et ces cartes, en fait, je les utilise en séance. Donc ce sont 60 préceptes avec une clé de compréhension, parce qu'il faut toujours parler du contexte de l'auteur qui les a écrits, parce que ce n'est pas du développement personnel. Donc vraiment tout remettre dans le contexte, et une invitation à agir. Donc ça, ces cartes, elles aident vraiment à la mémorisation, à l'appropriation des préceptes et à l'envie de mettre ces préceptes en action en interséance, c'est ce qu'on appelle les interséances entre les séances. Le deuxième axe sur lequel je travaille, ce sont les métaphores. Alors les textes stoïciens regorgent, notamment chez Épictète, de métaphores tout aussi savoureuses les unes que les autres. Et j'ai créé un set de fiches de questionnement, alors plus à destination des coachs et des accompagnants, basées sur les métaphores stoïciennes. Par exemple, à la source de Marc Aurèle, creuse à l'intérieur de toi, là est la source du bien qui peut jaillir si tu creuses toujours. Donc on va métaphoriser cette source intérieure et puis créer un processus de questionnement pour aider la personne qu'on accompagne à aller voir ce qu'il y a dans cette source. Et puis le troisième, c'est tout simplement l'exercice très classique de stoïcisme préexistant, la vue d'en haut, la préméditation des mots, etc. etc. Ça, on en a pas mal parlé. Donc, voilà, tous ces outils font, sur les cartes, typiquement, dans 90% des cas, à la fin d'un parcours de coaching, où on fait un bilan avec la personne de ce qui a été le plus représentatif du parcours de coaching, 90% des cas, j'ai la carte, ce qui dépend de moi, ce qui n'en dépend pas, qui ressort. C'est ça qui va créer le déclencheur de toute une nouvelle représentation chez la personne. Donc voilà de mon côté mon utilisation, enfin la manière dont le stoïcisme colore les séances de coach. Merci beaucoup Guillaume. Flora. Bonjour à tous, donc Flora Bernard, je suis philosophe en entreprise et comme tu l'as dit, cofondatrice d'une agence de philosophie qui s'appelle TAE, que j'ai cofondée avec Marion Genèvre il y a un tout petit peu plus de 10 ans. Qu'est-ce que je fais? Alors j'anime des réflexions philosophiques sur les enjeux du travail. Les enjeux du travail, ça peut être la coopération, ça peut être la confiance, ça peut être l'efficacité, la performance. Vous comprenez, quand je vous présente les choses comme ça, que ma porte d'entrée, ce sont les mots, MOTS, mais qui peuvent également être des MAUX, et qu'on va re-questionner ensemble avec des équipes. Ça peut être aussi manager, puisque tu as mentionné le management, ou diriger, ou décider. Bon, voilà. Depuis 10 ans, on a exploré plus d'une centaine de mots, les mots des entreprises. Et comme vous le savez, il y a des mots qu'on utilise. À force de les utiliser, on ne sait plus trop ce qu'ils veulent dire. Ça devient des grandes boîtes fourre-tout. Et donc, un des gestes de la philosophie, c'est de pouvoir re-questionner le sens des mots. Si on dit que ce que je pense de quelque chose, ce que je pense d'une chose, par exemple de la confiance, ce que je pense de la confiance influence ma manière de donner ma confiance ou de la recevoir, c'est important de se questionner sur le sens des mots. Donc moi, ce que je fais, c'est de la philosophie pratique. Donc conceptualiser, se questionner sur le sens des mots, dialoguer. Je renoue en ça avec une pratique
ancienne en quelque sorte de la philosophie. On a tendance à penser que le philosophe il est tout seul ou elle est toute seule dans sa tour d'ivoire à réfléchir et à écrire toute la journée. Mais moi je pense que c'est important de se nourrir de la pensée des autres et donc de dialoguer. Donc on fait une grande place au dialogue, c'est pour ça que j'anime des ateliers philosophiques et pas juste des réflexions individuelles. Et puis le dernier geste, mais qui est en fait le premier, c'est le questionnement. Le questionnement notamment de nos certitudes et de nos représentations. Et donc c'est là où je vais en venir. Je vais venir à vous parler du lien que je fais avec le stoïcisme. Donc moi c'est une philosophie que je pratique. Alors je ne suis pas très assidue, mais on va dire que dans les moments difficiles, ça a été une philosophie très, très aidante. Et je ne fais pas d'atelier stoïcien à proprement parler, mais j'intègre dans ma manière d'animer les ateliers des éléments du stoïcisme. Et j'en ai relevé 4. Peut-être qu'il y en a plus en fait, mais je me disais que 4 c'était... D'habitude on aime bien le chiffre 3, donc j'étais arrêtée à 3. Puis finalement après je me suis dit 4 c'est pas mal aussi. Le premier, vous en avez parlé toute la journée, c'est du bon usage des représentations. Et quelqu'un, vous madame, vous avez demandé tout à l'heure, mais voilà, enfin, on est des êtres de croyance, on est des êtres de jugement. D'ailleurs, enfin, je ne sais pas ce qu'on ferait si on s'arrêtait de juger. En fait, on ne peut pas s'empêcher de juger. Mais alors, il faut tout de suite s'entendre sur ce que ça veut dire que juger, parce qu'évidemment, on l'entend de plein de manières différentes. Je dirais que là, pour le coup, je vais plutôt utiliser le terme de représentation. Et donc, un premier élément, c'est d'aider les gens à voir, tout simplement voir, que là, il s'agit d'un fait, ou là, il s'agit d'une représentation. En fait, la plupart du temps, mais ça, enfin, Épictète le dit très bien, on n'arrête pas de mélanger en fait, les faits et les représentations. Et moi, je suis assez sidérée dans mon travail au quotidien de ce mélange. Mais si, ça c'est un fait, non, c'est une représentation. Quand tu dis qu'il s'est mal comporté, c'est une représentation, c'est pas un fait. Qu'a-t-il fait exactement? Donc déjà, ce travail de voir, je pense que c'est la première étape pour le fait de pouvoir après corriger quelque chose, mais déjà voir, c'est pas si simple que ça. Et comme tu le disais, Maëlle, ça s'entraîne. Donc premier élément important que j'intègre dans ma manière d'animer les ateliers, c'est de pouvoir distinguer les faits des représentations. Voilà. Et comme l'a dit Michael tout à l'heure, le sujet, c'est pas, enfin pour moi, il me semble, c'est pas d'avoir des représentations, c'est le fait d'être assujetti à nos représentations. C'est le fait d'être esclave. Moi, je pense que mon préféré à moi, c'est Épictète. J'aime bien ce côté un peu hard, un peu direct. C'est ça, le sujet, c'est d'être esclave. D'ailleurs, Épictète est, je crois, celui en tout cas les trois plus connus, entre Sénèque, Marc Aurèle et celui qui utilise le plus le mot liberté, en fait. C'est ça, lui, il veut faire de nous des êtres libres. Voilà, et donc pour ça, il faut qu'on puisse se libérer de nos représentations. Premier élément. Deuxième élément, c'est penser ce qu'on fait et penser qui on est. En entreprise, mais en fait dans la vie, on a plusieurs rôles. On en a parlé tout à l'heure. On a le rôle de mère, de conjointe, de manager, de coach, d'intervenant, de philosophe, etc., etc. Et donc, la question, la manière dont moi j'intègre le stoïcisme dans mes ateliers, c'est que c'est pertinent parfois de se poser la question, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire que manager pour toi? Parce que pour pouvoir se dire mon rôle de manager c'est ceci ou cela, c'est important de se dire mais c'est quoi manager? Ou c'est quoi diriger? Moi, j'interviens souvent dans des conseils d'administration. Mais c'est quoi administrer? Enfin, c'est quoi être administrateur? Ben, vous le croirez ou non, il y a des gens qui ne se sont pas posé la question. C'est quoi diriger? C'est quoi, voilà. Donc, on peut faire tout un atelier philosophique sur ça. Donc ça permet, cet exercice, il permet de se dire, ah ok, d'accord, c'est ça ma conception de ce que ça veut dire qu'être administrateur, être dirigeant, être mère. Enfin moi, en l'occurrence, pour les parents qui ont des ados, voilà, ce questionnement a été vraiment très fort et
est très utile. Je suis en train de me dire, mais j'ai déjà parlé de ma fille, en fait. Il y a 2 ans, quand je suis intervenue, je parle d'elle à chaque fois. Excellent exercice. Et donc voilà, se poser la question de quelle est notre conception des différents rôles qu'on a, pour ensuite pouvoir être ça au quotidien. Donc penser ce qu'on fait, penser qui on est, et penser ce qu'on fait, je suis toujours dans mon point 2, hein, c'est en fait, moi il me semble que la philosophie antique de manière générale, mais la philosophie stoïcienne en particulier, a pour ambition, alors pour Épictète, de nous rendre libres et heureux, mais en fait de bien vivre. Voilà, si je devais résumer ça avec mes propres mots, bien vivre. Et donc moi, au travail, l'ambition que j'ai, c'est d'aider des équipes et des collectifs à bien vivre au travail. Et bien vivre au travail, à mon sens, c'est de se questionner sur pourquoi je fais ce que je fais. Donc penser ce qu'on fait, ça me semble être une chose importante, et particulièrement aujourd'hui, où sous prétexte que quelque chose est possible, on le fait. Mais ce n'est pas parce qu'on peut faire quelque chose qu'on doit faire quelque chose. Et donc il me semble que les stoïciens, ils nous invitent à nous poser la question éthique. Pas juste la question pratique, mais la question éthique. Le troisième point qui me semble intéressant, la troisième raison pour laquelle le stoïcisme me semble intéressant dans le domaine des organisations, c'est la possibilité de délimiter nos sphères d'action. Et là, on est typiquement dans les premiers mots du manuel, qu'est-ce qui dépend de toi et qu'est-ce qui n'en dépend pas. Ça, donc, on peut dire que ce qui dépend de moi, c'est mon jugement, mes représentations, etc. Donc ça, on en a déjà parlé. Mais dans ce qui dépend de moi et ce qui n'en dépend pas, il y a aussi des situations. Et alors ça, c'est très complexe en entreprise. Parce que, dans la vie en général, en fait, la plupart du temps, c'est pas si simple de dire ça dépend de moi, ça dépend pas de moi. Il y a toujours un endroit où on pourrait dire oui, ça c'est extérieur, ça dépend pas de moi. Très bien, il arrive quelque chose. Cette chose qui arrive ne dépend pas de moi, mais ma réaction va dépendre de moi. Et je peux décider d'agir ou pas. À quel moment je décide d'agir, à quel moment je ne décide pas d'agir, voilà, c'est ça la question très intéressante, il me semble, que le stoïcisme nous invite à nous poser. Se demander qu'est-ce qui dépend de nous et qu'est-ce qui ne dépend pas de nous, c'est de remettre sa responsabilité au bon endroit. Voilà, ce mot de responsabilité, il est vraiment important et c'est comme une ligne de crête. Souvent, on a tendance à se surresponsabiliser sur des choses qui ne dépendent pas de nous et se sous-responsabiliser sur des choses qui dépendent de nous. Et on passe énormément d'énergie et de temps sur les choses qui ne dépendent pas de nous et pas assez d'énergie et de temps sur des choses qui dépendent de nous. Donc, je crois que c'est Michael qui disait tout à l'heure, c'est réallocation d'énergie. Voilà, ça m'a beaucoup parlé, c'est une réallocation d'énergie, cette affaire. Et il me semble que c'est très juste. Donc, délimiter sa sphère d'action, c'est remettre sa responsabilité au bon endroit. Quand on travaille en entreprise, qu'on soit manager, collaborateur, dirigeant ou autre, on a une responsabilité, et donc c'est important de pouvoir la mettre au bon endroit. Et puis, quatrième et dernier point, et j'en aurai terminé pour l'instant, c'est en fait de changer sa disposition intérieure par le fait de travailler son discours intérieur. Donc vous savez, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, là même en ce moment, vous avez un petit discours intérieur. C'est intéressant ce qu'elle raconte. Non, on l'a déjà entendu toute la journée. Vous voyez, il y a ce petit discours intérieur qui est en train de fonctionner tout seul. Et donc, je trouve que d'être en capacité d'entendre qu'en fait, il y a un discours intérieur et que c'est ce discours intérieur qui se met en marche dès qu'il se passe quelque chose et qui nous fait réagir, ça me semble être aussi une pratique qui est vraiment intéressante en entreprise et qu'on peut travailler, notamment en faisant ce qu'on a fait tout à l'heure avec Maëlle, c'est en identifiant des maximes qui nous aident dans les situations qui sont compliquées pour nous, et ça on les connaît. On sait que dans telle et telle situation, on réagit mal, enfin on se connaît un peu, voilà, un peu nous-mêmes, et donc on sait que, vous voyez, c'est Épictète, je crois, qui mentionne ça, là, tu fais tomber un vase, tout de suite tu te dis, ce n'est qu'un vase, voilà, ce n'est qu'un vase. Après,
c'est pas si simple que ça non plus, parce que si c'est une phase auquel vous teniez beaucoup, bah forcément vous êtes affecté. Donc c'est tout l'intérêt du fait de répéter des maximes, c'est de se mettre dans une disposition intérieure qui fait que, ok, vous êtes triste, mais vous n'allez pas être happé, vous n'allez pas être assujetti, encore une fois, à cette émotion qui va venir vous submerger. On ne peut pas s'empêcher de ressentir, hein, je pense que c'est bien ce que Sénèque nous dit, qui parle un petit peu plus des émotions, on ne peut pas s'empêcher de ressentir, mais par contre, on peut éviter d'être complètement esclave de nos émotions. Voilà les 4 manières pour moi d'intégrer certains préceptes stoïciens dans les ateliers philosophiques que j'anime. Merci beaucoup Flora. J'aimerais passer la parole maintenant à Hervé. Merci Maëlle, bonsoir tout le monde. J'ai une activité qui est centrée sur la prévention des conduites addictives en entreprise, plutôt des conduites addictives au travail. Je passe mon temps à expliquer un chemin qui mène à une pathologie, ses différentes formes, et surtout je vais lutter contre les idées reçues. J'ai qu'à vous dire salle de consommation à moindre risque. Et tout de suite, vous avez des représentations qui viennent, qui sont entretenues par les médias en plus. Et vous avez très certainement un avis, ou plutôt vous n'avez pas d'avis parce que vous êtes spécial. Mais la plupart des gens ont un avis. Et puis la deuxième catégorie de personnes que je vais rencontrer et qui a un avis, ce sont les usagers de substances psychoactives qui eux-mêmes ont un avis sur leur situation. Bien souvent, plus on va se rapprocher de la maladie et plus on va rentrer dans la maladie, plus l'estime de soi est basse, puisque la confiance en soi est à 0, la vision de soi est très négative, et l'amour de soi inexistant. Comment on fait dans ces cas-là pour parler de stoïcisme? Eh bien, on va aller interroger toutes ces croyances, toutes ces représentations que les gens ont, d'une part sur la maladie, d'autre part sur ce qui a conduit les gens à être malades, et troisièmement sur ce que les malades eux-mêmes pensent d'eux. Alors, j'ai 3 niveaux d'intervention. J'interviens tout d'abord dans l'organisation des entreprises. On le sait, la qualité de vie au travail, c'est un facteur qui peut renforcer des conduites addictives. Je suis également patient expert. Alors c'est quoi ça? Un patient expert, c'est un père aidant. Donc c'est quelqu'un qui a connu la maladie, qui a connu le chemin du soin, qui a connu le rétablissement, et qui s'est formé. Parce qu'effectivement, avant de parler d'addictologie, il faut quand même se former à l'addictologie. La pérédance, ça se pratique dans des groupes de parole, ça se pratique dans des structures de soins, donc j'interviens dans des structures de soins. Et le but du jeu, c'est de faire gagner du temps sur ce qu'on appelle l'ambivalence. Ce moment où la personne ne sait pas si il faut qu'elle continue ou si il faut qu'elle change de comportement. Et là, bien évidemment, le recours au maximum stoïcien, à ce qui dépend de soi, ce qui ne dépend pas de soi. Il est essentiel pour un usager de comprendre que s'il est malade, c'est pas de sa faute. Par contre, c'est de sa responsabilité de modifier ses comportements. Et à partir du moment où il a accepté cet état, on va pouvoir rentrer et passer la main à des soignants. Je ne suis pas thérapeute. Je suis patient expert, je suis formateur, je suis coach professionnel, et je suis consultant en qualité de vie au travail. Voilà, c'est déjà largement suffisant pour parler de stoïcisme. Le chemin, c'est avant tout, et Maëlle l'a cité plusieurs fois, c'est la transformation de soi. Et bien évidemment, je suis passé pour ce chemin, et c'est parce que je connais ce chemin que je peux mieux en parler auprès de mon public très particulier. Il y a une petite phrase qui est apparue sur un tableau tout à l'heure, et qui parle beaucoup à mon public, qui est tout est changement. Non pour ne plus être, mais pour devenir ce qui n'est pas encore. Ça parle.
Ça parle à des gens qui ne peuvent pas arrêter et n'en peuvent plus de continuer. Vous voyez, c'est ça l'ambivalence. Et toute personne addicte, alors je te redéfinir l'addiction, hein, on parle de comportement, on parle de substance, que celle-ci soit licite ou non, c'est exactement la même chose, c'est exactement la même maladie. Ça, c'est une phrase qui va avoir beaucoup de sens. Et c'est celle-là qu'on va repérer dans les maximes stoïciennes, pour les faire passer, pour questionner en fait ce que la personne ressent lorsqu'elle entend cela. Ça a été également ma démarche, moi j'ai simplement lu, pratiqué, et puis il fallait changer l'environnement, il fallait changer les comportements. Peut-être est-ce que je devais acquérir de nouvelles capacités, changer de croyances, également les miennes. Il a fallu changer tout ça, et toute personne que j'accompagne ou que nous accompagnons doit devoir changer tout ça. Et c'est un travail qui se fait un jour à la fois. Parce qu'on a un public, alors ce serait génial, hein, on leur dit une fois, c'est enregistré et ça marche. Ben non. Il y a le phénomène de la rechute, ou de la reconsommation qui intervient, qui est un phénomène biologique. On n'y peut rien, elle fait partie du parcours. Mais le jugement que l'on va porter sur les personnes est d'autant plus fort qu'il y a cet accroc dans le parcours. Donc bien évidemment, les idées reçues, vous les connaissez, tout le monde les connaît, alcoolique un jour, alcoolique toujours. Bon, qui n'a pas entendu ça? Les drogues douces et les drogues dures, moi j'adore. Il n'y a pas de drogue douce, drogue dure. Il y a des drogues et il y a l'usage que l'on en fait. C'est-à-dire que quelle que soit la substance, c'est pas un problème la substance, c'est l'usage qu'on en fait. Là, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus stoïcien. On rentre dans quelque chose qui a beaucoup de sens aussi. Alors, sauf quand on est dans la répression, bien évidemment, où là, on ne dit pas ça. Et puis, il y a les croyances des usagers. Je ne peux pas m'en sortir. Forcément, faible estime de soi, donc on ne peut pas changer son comportement. Et puis, je ne changerai pas. Donc, tout ça, on va le travailler, et on va le travailler avec des exercices. On va prévisualiser sa journée. Parce que, bien évidemment, il y a des moments plus difficiles que d'autres. Vous demandez à un alcoolique d'éviter l'apéro du midi, ne lui dites pas d'éviter l'apéro du midi, dites-lui de changer ses horaires de repas. Et vous verrez que ça permettra de changer les habitudes. Et puis éviter les déséquilibres. Éviter, on parlait d'ataraxie tout à l'heure, d'être dans l'équilibre. Forcément, c'est un état que l'on va aller rechercher. Et ça, c'est par la pratique quotidienne de tous les exercices. Alors la lecture, la méditation, prendre de la hauteur, oui, effectivement. Prendre de la hauteur quand on arrive, hein, pas au tout début, mais quand on peut. Ça fait partie des exercices qui sont pratiqués. Alors, je vous ai parlé des cas. Dans le cadre de l'entreprise, je ne travaille avec aucun particulier. Je travaille qu'avec des entreprises parce que je ne facture que des entreprises. Les particuliers, je les oriente, je les rassure et je les guide. Et ça, c'est dans le cadre d'un forum qui est soutenu par les pouvoirs publics et qui existe. Et puis les interventions, je les fais sur les centres de soins. Voilà mon petit apport de praticien sur le stoïcisme. Merci beaucoup Hervé. Donc on a 3 contextes différents, plus celui de Michael Pichat que vous connaissez, puisqu'il nous l'a présenté ce matin notamment et dans les ateliers. J'aimerais, avant d'ouvrir la table ronde à vos questions, maintenant que vous avez un petit aperçu de ces 4 contextes différents, j'aimerais vous poser une question pour lancer le débat. Vous avez, tous les 4, dans vos discours, parlé de cette nécessité d'interroger ces représentations,
de travailler ces représentations, de se libérer de ces jugements qui nous emprisonnent parfois. Vous avez parlé aussi de la nécessité de la pratique avec des outils différents, que ce soit l'IA, que ce soit des cartes, que ce soit les métaphores, que ce soit des exercices qui sont les exercices stoïciens. Quelle est pour vous votre propre manière de vous libérer de ces jugements et de travailler sur vos propres représentations en tant qu'accompagnant? Donc un petit peu prendre à l'envers la question. Vous êtes là pour accompagner dans votre travail ces personnes. Comment vous-même gérez cette nécessité de travailler sur vos représentations? Médecin, guéris-toi toi-même. On y est encore. Donc évidemment, c'est la pratique quotidienne qui n'est pas simple. On est tous progressants. Et donc c'est vraiment chaque jour refaire les exercices. Alors en coaching, il y a autre chose qui s'appelle la supervision. Donc on est tenu en termes de déontologie, et c'est absolument indispensable, d'être supervisé, et c'est le lieu spécifiquement où, épaulé par quelqu'un, on va travailler aussi nos propres représentations. Donc ça se fait dans mon métier, essentiellement dans un travail thérapeutique d'un côté si on le souhaite, mais surtout dans un cadre de supervision avec quelqu'un qui va nous aider à travailler sur nos représentations. Moi, je dirais que c'est le... Alors, pendant assez longtemps, c'était suspends ton jugement intérieurement. Et maintenant, c'est il y a un jugement. Et après, tu essaies de le suspendre. Parce que je trouve que cette histoire de voir, elle est vraiment... C'est tellement compliqué de se libérer de nos jugements que déjà, les voir, je trouve que c'est intéressant, et de faire pause. Suspendre son jugement, c'est encore une autre affaire, en réalité. C'est presque une deuxième étape. Et déjà, si on était capable de voir que telle ou telle idée est plus de l'ordre du jugement que du fait, de la représentation. Parce que je trouve qu'en fait, le jugement, c'est ce à quoi on aboutit après avoir réfléchi et après avoir pensé. Quelqu'un qui ne jugerait pas, le problème, c'est nos représentations erronées, et c'est le fait d'y être assujetti, c'est ça le problème. Le problème, c'est pas tant d'aboutir à un jugement éclairé. D'ailleurs, on pourrait dire jugement éclairé, voilà, ça c'est la bonne chose, on va dire, et la représentation spontanée, c'est celle-là qu'il faut arriver à attraper, en fait. Donc déjà de voir qu'on a les représentations, et puis après se demander, tiens, voilà, qu'est-ce que je fais pour aboutir à un jugement éclairé? Est-ce que je connais, et pour me libérer de l'opinion? Voilà, c'est le petit discours intérieur qu'il y a à l'intérieur de moi à chaque fois que je fais « Oh, cette idée Alors, moi, je vais relier le jugement à un besoin. C'est-à-dire, si mon jugement est... Je vais m'interroger à chaque fois que je sens un jugement venir. Je me dis, mais ce jugement, qu'est-ce qu'il me dit de moi? Qu'est-ce qu'il me dit d'un besoin qui n'est pas assouvi? Pourquoi est-ce que je porte ces mots sur cette personne? En règle générale, et en pratiquant régulièrement, on trouve assez rapidement le besoin qui, chez moi, n'a pas été assouvi. Et je vais de facto éliminer le jugement, parce que je sais d'où il vient, et donc je sais qu'il est erroné. Mais voilà, c'est encore une fois un exercice, mais un exercice sur soi. Moi, je suis un praticien d'exercice. C'est matin, midi et soir. Voilà, c'est tout le temps. J'ouvre la discussion au public. Donc, si vous avez des questions à l'un ou l'autre, ou à l'ensemble des intervenants de cette table ronde, n'hésitez pas, nous avons encore quelques minutes. Je trouve intéressant ce qu'a dit Flora Bernard, et qui pour moi va un petit peu en contradiction avec ce qu'on a entendu ce matin de la part de Michael, sur le fait que ce qui est problématique, c'est le fait d'être assujetti à des représentations spontanées, mais pas tant le fait d'aboutir à un jugement éclairé. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant un peu, est-ce que quand on est dans une entreprise et qu'on doit prendre des décisions, est-ce qu'on n'a pas besoin de jugement pour fonder ces décisions? Donc la question s'adresse plutôt à Michael.
mais ok, là, je pense qu'on joue sur une polysémie du terme jugement. Le jugement dont on parle, hein, c'est le jugement de valeur qui va autoproduire une situation de souffrance pour moi. Ce qui n'a rien à voir avec je juge une copie, par exemple, dans le sens où j'évalue une copie. Là, je pense qu'il y a une fusion ou un mélange des termes dans votre question. Deuxième élément de réponse, la question fondamentale, on va dire, est peut-être pas celle du jugement, mais celle du suncat athesis, c'est-à-dire de l'assentiment que je vais donner à ce jugement. Pour rebondir sur ce que disait Flora, peut-être que, j'en sais rien, ça peut être assez spontané d'avoir des jugements de valeur négatifs, mais c'est pas ça la vraie problématique, nous disent les stoïciens, c'est de donner mon assentiment. À nouveau, un assentir, c'est, si on prend littéralement son catathesis, hein, la racine renvoie au fait de voter pour. Je me mets à croire ça. Donc finalement, au pire, avoir un jugement, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est quand je vais me mettre à plonger dedans, c'est-à-dire à vraiment croire, vraiment dire oh, il m'a mal parlé, voilà, pas très grave, mais il m'a mal parlé, un truc dans lequel je vais vraiment plonger, auquel je vais donner vraiment mon assentiment, ça devient problématique. Je voudrais rajouter qu'en fait, on parle beaucoup de choses négatives, parce qu'on parle de choses qui nous font souffrir. Moi, je pense qu'il y a le même problème avec les choses ultra positives. Vous savez, on peut admirer quelqu'un tout de suite. Là, cette personne est géniale. Tout d'un coup, vous la voyez dans une espèce de rap. Moi, je pense que ça, c'est tout aussi dangereux que le jugement négatif. Donc, la question de l'assentiment, c'est ok, tout de suite, j'admire quelqu'un, je le trouve incroyable ou je la trouve incroyable. Est-ce que je donne mon accord, en fait, à cette vision un peu idéalisée voilà. Je trouve que la diabolisation d'un côté et puis le fait de mettre quelque chose ou quelqu'un sur un piédestal, c'est ces deux extrêmes en fait qui sont tout aussi nocifs pour nous. Merci pour la qualité des interventions pour la table ronde, qui permettent d'avoir une approche encore plus complète de la pensée stoïcienne dans le coaching. La question qui m'est venue après, c'est de savoir quelles étaient les limites de la pensée stoïcienne en général et en particulier dans le coaching. Parce que si je comprends bien nos intervenants du jour, ça fait partie de votre pratique, mais ce n'est pas le seul mode de pensée qui vous inspire. Donc, je serais curieux de savoir ce qui vous manque dans cette pensée stoïcienne que vous allez chercher ailleurs. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui nous manque, mais clairement, il y a quelques garde-fous d'utilisation du stoïcisme que je me suis fixé personnellement sur plusieurs sujets. Est-ce que l'utilisation de la philosophie stoïcienne peut servir des objectifs de coaching qui vont, par exemple, avoir trait à des réductions d'effectifs et des choses comme ça? Est-ce que c'est le rôle de la philosophie d'aller sur ce sujet-là? Il y a un sujet déontologique qui est très clair. Il y a un deuxième sujet qui est un sujet d'adéquation. Vous avez des gens qui ne sont absolument pas réceptifs à la philosophie. Donc, est-ce qu'on va passer en force? Non. Enfin, on peut essayer, mais on va vite dans le mur. Et puis, il y a quand même un sujet de temporalité. Il faut installer quand même la pensée philosophique. Il faut installer cette compréhension des concepts, cette implémentation et le fait que les personnes qu'on accompagne les utilisent. Donc cette temporalité, elle est aussi importante. Donc par exemple, un coaching de 3 séances, on nous dit, allez, avec la philo, tu vas bien nous débloquer tout ça. Non, voilà. Donc il y a plusieurs sujets qui font que c'est pas tout terrain non plus, de mon point de vue. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, moi je voulais dire que c'est Pierre Hadot qui dit ça, hein, que les pratiques spirituelles, et je pense que les pratiques stoïciennes en font partie, ont pour but la transformation de soi. Et donc dans le monde de l'entreprise,
on peut se questionner en fait. Hein. Est-ce qu'on est là pour se transformer soi-même ou est-ce qu'on est là pour faire quelque chose? Donc ça vient questionner notre conception du travail quand même et de la manière dont on s'y engage. Alors moi je suis plutôt partisane de ce qu'Emmanuel Mounier disait à propos du travail. Hein. Le travail, ça, je sais plus, c'est pas exactement ça la citation, mais il disait quelque chose comme tout travail, si je crois que c'est ça en fait, tout travaille à faire une chose autant qu'un homme, qu'un être humain. Donc quand on travaille, on fabrique quelque chose, on rend un service, on a des choses à faire, et en même temps, ce faisant, on se transforme soi-même. Donc moi je suis plutôt partisane de ce genre d'approche et de rapport au travail, mais c'est vraiment pas le cas de tout le monde. Et donc la philosophie stoïcienne, elle est quand même très ambitieuse dans le sens où elle vise une transformation de soi. Et là où il peut y avoir une limite, c'est qu'on peut très bien avoir des gens qui disent « Mais attendez, moi je ne travaille pas pour me transformer moi-même. Je travaille parce que j'ai des choses à faire. » Et donc, ce n'est pas ça mon ambition. Donc, il y a une ambition, on va dire, en tout cas, moi, c'est comme ça que je travaille, une ambition existentielle, parce que pour moi, on passe tellement de temps à travailler qu'il y a quelque chose d'existentiel. Mais voilà, c'est pas nécessairement le cas. C'est peut-être, on pourrait dire, c'est peut-être une limite. Mais de l'approche philosophique de manière générale, en réalité, c'est pas juste stoïcisme. C'est une proposition que l'on fait à la personne. C'est elle qui va finalement la saisir ou pas. Je ne vois pas comment on peut imposer un changement. Si on part du principe que la philosophie va transformer la personne, on propose un outil de transformation. On peut proposer d'autres outils à côté, à la place, en fonction de ce que la personne, de sa sensibilité par rapport à la philosophie. Vous notez bien que dans certains cas, je ne vais pas citer mes sources, parce que ça n'apporte rien. Au contraire, ça crée un décalage entre deux personnes qui ont réussi à trouver un terrain d'entente parce qu'elles ont partagé à un moment un moment de parcours, en fait. Donc, je ne vais pas aller détruire ça pour placer absolument un outil de transformation. Je vais m'adapter. Le but du jeu, c'est de transformer la personne. Donc la philosophie stoïcienne me permet, dans de nombreux cas, parce que c'est un outil extrêmement puissant, qui n'est pas descendant, contrairement à d'autres, d'aider la personne à se transformer, mais ça reste une proposition. C'est à elle de s'en saisir. C'est pas moi qui vais faire les exercices à sa place. Est-ce qu'il y a encore une dernière question? Il y en a encore une par ici. Alors, une dernière question, puisqu'on arrive au terme de cette table ronde. Vous avez cité des auteurs brillants, importants, des géants de la philosophie qui ont une seule particularité commune aussi, c'est qu'ils sont assez anciens. La pensée, ça se transmet, ça se partage, ça s'élabore, ça se complexifie, ça se retravaille. Qui seraient aujourd'hui les nouveaux stoïciens? Est-ce qu'ils existent encore? Les penseurs. Hein. Oui, alors pour conclure, je dirais que c'est ce que l'on essaye de faire, l'association Stoa Gallica, de repenser le stoïcisme dans des termes contemporains, dans un contexte contemporain. C'est ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui avec l'ensemble des intervenants ici, avec Michael Pichat. C'est de montrer que le stoïcisme peut être encore pertinent pour nous aujourd'hui. Donc voilà, je ne souhaite pas m'autoproclamer penseur du stoïcisme aujourd'hui, mais disons qu'on essaye de faire revivre cette pensée, cette tradition stoïcienne, et j'espère qu'on a pu faire quelque chose de bien aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup.